Bienvenue à Regard Panafricain, cette édition de lundi 7 avril 2025. Nous parlons des sujets économiques, principalement du cas de la BEAC, mais bien avant, nous allons évoquer, bien entendu, de la politique avec l'investiture au Cameroun, de Sages pour Matomba, de la présidentielle, donc au cours du 3e congrès du peuple uni pour la rénovation sociale pure. C'était du côté du palais des congrès de Yaoundé. L'homme politique voudrait ainsi briguer la magistrature suprême. Ancien candidat à l'élection présidentielle, il vient se positionner comme l'homme de la rupture en annonçant bien sûr la réécriture de la constitution dès son accession au pouvoir. Et puis bien sûr cette BEAC qui est bien au cœur de plusieurs enjeux alors que le gouverneur de la Banque centrale africaine, du moins de l'Afrique centrale, tente de mettre les choses sur les rails. Une certaine presse vient donc taire les efforts qui sont fournis dans ce sens-là, bien sûr en jetant de l'huile sur du feu, mais surtout en payant de noir tout ce qui est fait au moment où la saignée est en train d'être arrêtée à travers des caisses noires qui bien sûr servaient pour d'autres profits alors qu'il fallait bien sûr que les institutions financières de la CEMAC puissent grandir. Nous aurons bien sûr un invité de marque pour échanger sur la question. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Il faut rappeler que Regard Panafricain, c'est bien sûr ce programme mis sur pied par For You Media Africa dans son ensemble, bien sûr, qui est diffusé sur les antennes de For You Radio, bien sûr, sur notre application et également diffusé en relais sur la télévision For You Media Africa et repris sur nos plateformes digitales. Ce soir, pour parler, nous accueillons avec nous Jules Ndiawe, qui est conseiller panafricain et bien sûr conseiller du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Monsieur le conseiller, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de For You Media. Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour ce festin panafricain. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que nous allons beaucoup plus parler d'économie. C'est d'ailleurs ça l'objet de notre rendez-vous pour ce regard panafricain. Mais bien avant quand même, on ne peut pas être à marge de l'actualité. L'actualité, bien sûr, ce week-end, c'était du côté de Yaoundé, avec l'investiture de Sages Matomba comme candidat à la présidentielle par son parti politique. Mais ce que nous voulons bien sûr mettre en avant, ce sont ses propos qu'il a eu à souligner lorsqu'il va accéder à la magistrature suprême au soir bien sûr de ces élections organisées en octobre 2025. Il souligne que la première chose, le premier chantier, ce sera la réécriture de la Constitution. Qu'est-ce que cela représente pour vous qui êtes aux côtés d'un chef d'État où le pays a réécrit récemment sa constitution ou du moins a engagé un processus dans ce sens-là? Oui, réécrire une constitution, c'est quelque chose, c'est une tâche qui incombe à la volonté du peuple. En RCA où je travaille, le peuple avait presque pris le chef de l'État en otage. Le professeur Faustin Archange Touadéra avait été pris en otage par le peuple à l'effet de réécrire la constitution, une nouvelle constitution, de doter la RCA d'une nouvelle constitution. Le président Touadéra s'est vu dans l'obligation de respecter les aspirations du peuple qui demandait une nouvelle constitution. Alors, je pense que les questions constitutionnelles sont des sujets qui nécessitent impérativement la volonté populaire. Si une fois que M. Serge Matomba, une fois président, si le peuple, lui, concède de réécrire la Constitution, il va la réécrire. Surtout qu'il a dit qu'il y aura un référendum pour que les Camerounais puissent s'exprimer. C'est pour ça que je parle du peuple, la voix du peuple. C'est la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas, sauf à être un dictateur, je crois qu'il est loin d'en être un, vous ne pouvez pas engager une telle initiative sans une consultation populaire. Sinon, l'action est dénuée de tout bon sens. Donc, tout reposera entre les mains des citoyens camerounais.
qui certainement, pour certains, qui certainement, d'aucuns trouveront que cette révision serait peut-être nécessaire pour cadrer avec les évolutions du monde contemporain. Donc, je ne vois pas d'un mauvais œil. Je crois que c'est une aspiration noble. Peut-être pour vous relancer avant de sortir sur la question, nous sommes aujourd'hui dans une mouvance panafricaine. Vous-même, vous êtes leader panafricain et nous souhaitons avoir des chefs d'État qui se détachent un tout petit peu de leurs liens coloniaux avec les anciennes puissances coloniales, parfois d'une certaine gestion au pacte de certains de nos pays qui ne riment pas à pouvoir contribuer au développement de nos États. Et il y a bien plus cette souveraineté, cette indépendance aujourd'hui qui est recherchée. Comment est-ce que vous trouvez ce point de vue que l'Afrique doit adopter aujourd'hui en parlant des modèles, des pionniers comme la République centrafricaine ou bien le Centrafrique, l'AES aujourd'hui qui sont positionnés? Alors, je vais vous dire, moi je suis l'un des chantres du panafricanisme des temps nouveaux. C'est une renaissance panafricaniste qui s'est opérée au début des années 2010-2011. Vous connaissez bien l'histoire, quand nous avons décidé de reprendre le flambeau du panafricanisme qui était éteint, qui était mort depuis l'assassinat de Sankara. Sur le continent, les mouvements panafricanistes étaient dilués. Et donc, je suis un des précurseurs, si ce n'est le principal précurseur du panafricanisme des temps nouveaux, qui, à son temps, avait commencé par sensibiliser les hommes de médias. D'ailleurs, dans le siège, cette sensibilisation, Afrique Média a été créée. À la suite d'Afrique Média, aujourd'hui, il y a For You Média Africa, vous voyez. C'est ça le panafricanisme, c'est ça la lutte. Et l'idée même du panafricanisme des temps nouveaux, après avoir fait une analyse pointilleuse sur les échecs du panafricanisme que nos parents ont porté, il fallait avoir une autre approche, plus violente, mais en même temps plus stratégique. Ce qui a conduit 13-14 années après ce qu'on voit aujourd'hui sur le continent, la RCA, qui se démarque, d'ailleurs, panafricanisme en État. Je suis aux côtés du président Touadéra, qui est lui-même foncièrement panafricaniste. Par la suite, à partir des actions que la RCA a menées, des actions panafricanistes, de lutte panafricaniste, de révolution panafricaniste, sans effusion de sang, sans casse, sans armes, parce qu'on a utilisé les moyens de l'intelligence humaine. À partir de ce moment, d'autres pays sur le continent ont compris que c'était possible et que certainement c'était le moment adéquat pour emboîter le pas. Le Burkina a suivi, le Mali a suivi, le Niger a suivi. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une mouvance. Voilà, donc, mais ce que je voulais expliquer, c'est que le monde est un vaste village planétaire. Le panafricanisme ne signifie pas se renfermer sur soi. Tout au moins, le panafricanisme des temps nouveaux que nous prenons ne signifie pas se renfermer sur soi. Le panafricanisme des temps nouveaux signifie défendre d'abord les intérêts de l'Afrique. Promouvoir les idéaux panafricanistes et imposer au monde la vision panafricaniste. Redonner à l'Afrique sa position d'antan, celle de leader historique. L'Afrique, mère de l'humanité. Voilà. Mère de l'humanité avec tout son contenu et sa contenance, si vous voulez. Donc, c'est ça. Et malheureusement, vous avez vu par exemple, lorsque le président Touadéra, qui est considéré comme étant un des chantres des temps contemporains de ce panafricanisme, des temps nouveaux, qui a pris sur lui de ramener la Russie dans le jeu, dans la géostratégie africaine, afin pour que l'Afrique tire son épingle du jeu en se détachant des néocolons qui nous ont depuis 70 ans, 80 ans administrés. J'ai vu des gens
hésité, faire un procès au président Touadéra d'être allé à une invitation de Macron pendant qu'il y allait en sa qualité de président de la CEMAC. J'ai tout lu sur les réseaux, dans les médias. Je dis, faisons attention. Faisons attention. Le panafricanisme ne signifie pas se refermer sur soi. Aujourd'hui, quiconque se referme sur lui ne peut plus exister. Ne peut plus exister. Il n'est pas question de dire, demander à nos chefs d'État de ne plus saluer les Français, de ne plus saluer les Américains, de ne plus saluer X ou Y. Non, c'est pas ça le panafricanisme. C'est de dire aux Français, jadis vous consommez, vous aviez pris nos richesses pour que dalle, pour rien du tout. Aujourd'hui, vous prenez nos richesses au prix que nous on vous impose. Parce que vous en avez besoin pour vos économies. C'est aussi ça, c'est d'abord ça. C'est pas de voir le Français comme un ennemi, non. C'est peut-être un adversaire idéologique, mais pas un ennemi. Lui, peut-être qu'on va considérer notre sursaut, notre réveil, comme étant un réveil ennemi. Mais nous devons rester constants et ne pas perdre l'essentiel de vue. Donc, le panafricanisme du temps nouveau, c'est cette idéologie qui consiste à défendre d'abord l'Afrique, à défendre le développement économique de l'Afrique, à se battre pour le développement économique et social et à mettre l'Afrique en exergue, à redonner à l'Afrique sa place dans le temps, sa place de leader. Et pour être un leader, si vous vous refermez sur vous, vous serez leader vis-à-vis de qui? De vous-même. Vous devez être leader vis-à-vis des autres. Voilà. Merci. Donc, voilà, c'est un point que nous voulions souligner pour la réécriture. Donc, c'est Sipoma Tomba, candidat à la présidentielle au Cameroun, à travers donc ce relents panafricains. Et on reviendra sur ce sujet au cours de nos prochaines éditions parce qu'il y a pas mal de choses que nous devons encore évoquer là-dessus. Allons donc parler pour le sujet principal de ce soir de regard panafricain avec la posture de la CEMAC dont la gestion, bien sûr la BEAC, pardon, dont la gestion est au cœur des débats après bien sûr une décision courageuse, faut-il souligner, du gouverneur Yvon Sana Bangui de mettre fin au versement abusif des primes et indemnités qui avait transformé l'institution en une véritable caisse noire au service d'un cercle restreint. Une certaine presse donc qui prend à mal les efforts aujourd'hui sans cesse croissants fournis par le gouverneur de la BEAC, il faut le dire bien sûr. Nous venons du Centrafrique. Je voudrais vous poser la question, vous intéresser notamment à ce sujet et puis sur le plan économique. Quel est aujourd'hui l'objet de la critique vis-à-vis du gouverneur de la BEAC? Est-ce que les réformes ne sont pas bien? Oh, vous savez, j'ai été très choqué et en même temps très amusé de tomber sur cette information que certains médias dont j'estimais être des médias de qualité dans le landerneau médiatique de la sous-région ont relayé. Une information qui accusait le gouverneur Sana Bangui d'un certain nombre de choses qui ne sont pas vraies. Bon. Les actes qui ont été posés, notamment celles qui concernent les indemnités, pour moi et pour beaucoup aujourd'hui, c'est des actes de bravoure. Estimer qu'une minorité gagne 3 fois, 4 fois ce que la majorité des employés peuvent gagner. Non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Le gouverneur a décrété cet état de choses. Il a corrigé une injustice. Il a corrigé une injustice que ses prédécesseurs avaient instaurée. Une injustice qui faisait en sorte que la majorité des employés de la BEAC étaient marginalisés au profit
des hauts cadres. Ah ben non. C'est bien, une entreprise a besoin de hauts cadres. Mais une entreprise, une structure, une organisation a aussi besoin de la masse ouvrière. Oui, et c'est cette masse-là qui fait le boulot. Et donc le gouverneur, dans un premier temps, a estimé que c'était une injustice. Il a supprimé toutes ces indemnités-là. Il a remis les pendules à l'heure. Il a poussé les gens au travail. Et vous avez vu les résultats. Les résultats ont suivi, monsieur le conseiller Jules Ndiawe, mais je voudrais vous poser quand même la question de votre point de vue. Qu'est-ce qui amènerait la presse, une certaine presse, à déverser justement dans des propos qui ne valorisent pas l'institution de la BEAC, et du moins et de son gouverneur, alors que des efforts sont bien sûr faits. Le constat a été fait d'une certaine gestion qui n'était pas du tout bonne. Pensez-vous que ce sont ces personnes, cette minorité-là, qui a vu que ces robinets, comme on les appelle généralement, ont été coupés, qui ont voulu faire pression sur l'actuel dirigeant de la BEAC? Bien évidemment, c'est ces hauts cadres-là qui tiraient tout profit du système BEAC, qui ont fait de la BEAC une sorte de caisse noire. Une sorte de caisse noire pour leurs besoins individuels et familiales. C'est ceux-là qui se sont retrouvés à financer des médias peu commodes, des médias qui ont manqué comment dirais-je, qui ont manqué de professionnalisme, qui ont bafoué l'éthique journalistique. Voilà. Parce que ces médias ont écrit sans être allés à la source. Et donc, c'est des intérêts égoïstes de certains hauts cadres de la zone CEMAC qui a été à l'origine de cette campagne. Fort heureusement que le Dieu Tout-Puissant sait toujours rétablir la vérité. En 2023, les chiffres sont là. La BEAC a fait 309 milliards de bénéfices, de résultats. On a bien envie de savoir quand même développer, mais je voudrais néanmoins que permettre à ceux qui nous suivent de savoir un argent en termes de bénéfices de la BEAC, où est-ce qu'il va? Il sert à quoi? Mais c'est cet argent qui permet de réorganiser tout le système économique et monétaire de la sous-région. Mais c'est un système économique et monétaire. Vous avez la BEAC, vous avez des sous-organismes en bas, vous avez la COBAC, qui est le régulateur des banques, le gendarme des banques, vous avez la COSUMAF, vous avez les institutions qui s'occupent de la gestion des assureurs. Donc, mais c'est tout cet argent, tous ces bénéfices que la BEAC fait, engendre. D'abord, les États se les partagent, parce que les États sont actionnaires. Les États se partagent les bénéfices, et puis une bonne dose, une bonne partie de cet argent est reversée pour optimiser le fonctionnement des institutions sous-régionales. Une sous-région, ça doit fonctionner. Regardez, prenez le cas de la COBAC. Il faut bien que la COBAC fonctionne. C'est un sous-organe de la BEAC. C'est ça, il y a par exemple l'économie qui est refinancée. La BEAC a une banque qu'on appelle la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC. La BDAC qui a pour mission de financer des projets privés comme publics ou parapublics. Mais cet argent, c'est des bénéfices là qu'on reverse à ces outils pour booster le développement. Pour booster le développement. Donc, voilà le fonctionnement. Voilà où va l'argent. Tous les bénéfices engendrés. Et en 2024, la BEAC a fait 354 milliards. 354 milliards. Une très bonne marge d'augmentation comparée à l'année 2023. Alors, de là à dire donc que le gouverneur Sana Bangui ne travaille pas bien, les chiffres confrontent aujourd'hui face aux chiffres. La réalité des chiffres est là, elle est là, ils sont là les chiffres. C'est une réalité, c'est factuel. On n'invente pas, on ne crée pas. Le gouverneur a des bons résultats. Même quand on ne l'aime pas, on doit admettre que le travail qui est fait en face est appréciable.
Je vous avais posé la question. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de la comparer un peu à des habitudes qui ont de la peau dure et puis à une certaine façon de penser des Africains. Pourtant, on peut faire mieux. Pourquoi? Est-ce que le changement fait tant peur? Parce que quand on évoque bien la chose, on se rend compte que lorsque M. Sanabangui arrive du côté de la BEAC, les choses ne sont pas certainement ça. Il y a d'abord la sortie de l'ancien gouverneur Bahatoui Mahamat, le Tchadien. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites autour notamment de la nomination du nouveau dirigeant de la Banque centrale de la CEMAC ou bien de l'Afrique centrale. Et lorsqu'il vient, il implémente des réformes qui visent notamment à rendre la banque beaucoup plus compétitive, à ce qu'elle puisse faire rentrer des bénéfices au point justement de le souligner, comme vous l'avez évoqué, de financer des projets au niveau de la sous-région. Devrait-on comprendre que bien avant l'arrivée de M. Sana Bangui, cette BEAC-là, où les pays sont actionnaires, n'était pas sous une gestion, sous un contrôle, alors qu'il y a des mécanismes qui doivent justement encadrer le bon fonctionnement de cet agent qui est mis là-bas? Tout dépend de la qualité du dirigeant. Dans une organisation, on a beau mettre toutes les procédures, tous les mécanismes, on a même beau avoir les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, mais si le dirigeant, si le pilote est un mauvais pilote, tout va chavirer. Je ne vais pas faire le procès du prédécesseur de M. Sanabangui, mais vous avez tous suivi les scandales qui ont émaillé sa gestion. Vous voulez dire Bahatoui Mahamat? Oui, donc le prédécesseur de M. Sanabangui. Tout à fait. Voilà, je parle justement de M. Toli. Je ne vais pas faire son procès, j'en ai pas la qualité. Je suis un citoyen de la zone CEMAC. J'observe et j'ai quand même le droit de savoir ce qu'on fait de notre argent, parce que j'appartiens à cette communauté. Mais je constate simplement que Yvon Sanabangui a imposé à la BEAC une gestion rigoureuse et transparente. Il a, la méthode de management a entraîné une optimisation et surtout une rationalisation des dépenses. Ça, c'est pas négligeable. C'est le résultat de cette approche managériale qui s'est fait ressentir, qui est ressorti dans le bilan, avec un bénéfice de 354 milliards. 354 milliards en un an seulement, en une seule année. Donc imaginez que si ce monsieur continue sur cette lancée, sur les 5 années qui lui restent à gérer, à gouverner la BEAC, si on garde ce cap d'à peu près qui est aussi entre 11 et 15% de remontation sur les chiffres de l'année précédente, si on garde ce cap sur les 5 prochaines années, mais vous voyez ce que la sous-région, ce que la BEAC pourra être effectivement un véritable moteur, va jouer comme un rôle, va jouer le rôle de moteur, va impulser une dynamique forte de développement à partir de ces résultats. Et c'est ces résultats qui confortent les partenaires au développement, les partenaires économiques. Parce que si les résultats ne sont pas bons, aucun partenaire ne s'engage. Aucun bailleur ne s'engage dans votre sous-région. Si la croissance est faible, qui viendra mettre son argent dans le risque de le perdre? Personne. Et même l'indice Doing Business va prendre un coup. Mais aujourd'hui, avec les chiffres de la BEAC, l'indice Doing Business de la sous-région reprend de la valeur. Donc les investisseurs
Et les bailleurs de fonds sont attirés, sont tentés de venir. Donc, je pense que il faut M. Sana redonne à la BEAC une identité forte et une crédibilité remarquable. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut prendre cela en compte. Une identité forte et une crédibilité remarquable au vu des chiffres que nous avons aujourd'hui. Donc, et comme je dis, c'est factuel. Je n'invente rien. C'est des grands cabinets qui ont fait cet audit et qui ont pondu ce rapport. Donc, les détracteurs n'ont qu'à rester calmes et laisser M. Sana Bangui faire le boulot. Vous l'avez dit tantôt, quand il est arrivé, il y a eu beaucoup de remous parce que personne ne le voyait arriver, personne ne s'attendait à ce que le choix du président Touadéra sera porté sur lui. Certains l'ont simplifié, le traitant de quelqu'un de mou, mais chacun a sa nature. C'est quelqu'un de calme, de posé, c'est un mathématicien, informaticien. Donc, il a sa méthode. Et cette méthode, les autres n'ont qu'à la respecter. C'est quelqu'un de très humble. Vous avez vu comment il est à l'image de son président. Il est à l'image de son président. C'est quelqu'un de très humble. Et je pense que les gens ont confondu humilité. Son humilité, ils ont pris cette humilité comme une faiblesse. Comme une faiblesse, comme une passivité. Mais là, ils se rendent bien compte que le monsieur, après 20 années passées à la BEAC, connaît la maison. Et c'est parce qu'il connaît la maison que les réformes lui réussissent. C'est parce qu'il connaît la maison. Et je me souviens encore que le président Touadéra disait, à la BEAC, il faut quelqu'un qui connaisse la maison pour mener à bon port les réformes. Et aujourd'hui, l'histoire veut que ce soit la RCA qui prenne le gouvernorat pendant que je suis président sous mon mandat, je vais chercher un élément fort qui connaisse la maison. Et cet élément a été coopté en la personne de M. Sana Bangui. Donc, et les résultats sont là. Le président Touadéra ne s'est pas trompé. Parce que je peux vous dire que si vous refaites l'historicité de la gouvernance de la BEAC des années antérieures, difficilement vous trouverez un dirigeant qui a ses résultats au bout d'un an. Très difficilement. Donc, je peux vous dire que M. Sana Bangui, il sait où il va. Et il sait où il va amener la sous-région. Il va amener la sous-région où les pairs lui ont demandé de l'amener très haut. Qu'est-ce qui peut donc être aujourd'hui cette sorte de processus qui puisse nuire à ce que le gouverneur de la BEAC n'atteigne pas ses objectifs? Parce que vous avez si bien souligné que si du moment où, durant les 5 prochaines années, le même cap avait été fixé, pourquoi ne bénéficierait-il pas de la confiance de ces pairs de chefs d'État de la sous-région qui sont bien sûr actionnaires au niveau de la BEAC alors qu'ils produisent des bons chiffres? Je voudrais vous poser la question au passage. Est-ce qu'il a au moins reçu les lettres de félicitations des chefs d'État pour le travail bien fait sur le terrain? Bien sûr que oui. Le premier à avoir félicité M. Sana Bangui, c'est le président Touadéra. Mais je vais vous dire, mon très cher frère, lorsque vous faites une augmentation de l'excédent de trésorerie de 9%, aucun actionnaire ne recule. Hein? Aucun. Je dis bien excédent de trésorerie de 9%. Comparé à ce que vous avez trouvé. Ça veut dire que vous avez fait faire des économies à l'entité. Non seulement vous avez fait faire des économies, mais vous avez ajouté dans la trésorerie 9% de ce que vous avez trouvé, du volume que vous avez trouvé. C'est pas négligeable. Faisons une analyse macroéconomique. C'est pas négligeable. Donc, je pense que aujourd'hui, pour revenir à la question, M. Sana Bangui a la confiance des présidents de la sous-région. Il a leur confiance, il a su gagner leur confiance et je pense que le travail va se poursuivre. Je ne vois pas aujourd'hui ce qui puisse plomber M. Sana Bangui dans cet envolé-là. Il faut simplement que les membres du gouvernement
restent et demeurent solidaires. Je parle du gouvernement de la BEAC. Les membres restent et demeurent solidaires. D'ailleurs, il a implémenté un management assez rare. Il manage aujourd'hui en collégialité. C'est la première fois depuis que l'institution existe qu'un gouverneur gère l'institution en collégialité avec les membres du gouvernement, c'est-à-dire les représentants de chaque pays au gouvernement. Et c'est un fait nouveau et très appréciable. C'est une preuve de transparence de ce que M. Sana Bangui n'est pas à la BEAC pour tourner en rond. Il met tout le monde face à leurs responsabilités. Et chaque membre du gouvernement qui a été coopté par son pays pour représenter son pays au sein du gouvernement de la BEAC doit savoir que dorénavant, il est face à ses responsabilités. Donc, sauver la sous-région, porter la sous-région très haute. Et c'est pour cela que M. Sana Bangui, dans son style de management, a opté pour des décisions consensuelles. C'est rare, ça. C'est rare. Et vous voyez, comme quoi la leçon vient de la RCA. La RCA qui se positionne aujourd'hui comme une certaine véritable poussée au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Monsieur Julien Diawé, dans l'imagerie populaire, quand vous disiez à quelqu'un que j'ai un parent qui travaille à la BEAC, on voyait toujours cette sorte d'espèce d'endroit où les billets se partagent. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a des billets qui coulent à flot. Mon frère à la BEAC, mon papa à la BEAC, mon oncle à la BEAC. Ce qui voudrait souligner par là que c'était certainement la matérialisation de cette caisse noire qui avait été établie par les anciens dirigeants, les anciens gouverneurs de la BEAC, avec la politique de réforme mise sur pied ces dernières semaines, parce que nous sommes à moins d'un an que cela a été fait. Peut-on dire, sans risque de se tromper, que finalement, avec la nouvelle administration de la BEAC tient ferme sur les rails, et on peut comparer cette banque centrale de la sous-région de l'Afrique centrale avec d'autres banques centrales de la sous-région, un peu comme du côté de la CEDEAO, où il y a également une banque qui permet le développement des populations de la sous-région ouest-africaine. Je peux le dire, sans risque de me tromper, que la BEAC est un véritable moteur de développement de la sous-région CEMAC. Et les réformes engagées vont propulser l'institution à un niveau plus 4 de celui dont il occupe aujourd'hui, de la position qu'elle occupe aujourd'hui. Et donc, tous les acteurs de la zone CEMAC doivent encourager et doivent apprécier et encourager les efforts qui sont consentis. Mais il n'y a pas que les acteurs. Il y a les principaux acteurs même d'ailleurs qui sont les dirigeants et les employés de la BEAC. Ils doivent comprendre qu'un effort surhumain s'impose à eux. Parce que le challenge est énorme. Le gouvernement met la barre très haute. Il faut que le reste suive. Et ce n'est pas pour eux. Ils ne doivent pas le faire pour eux. Ils doivent le faire pour le bonheur de la zone CEMAC, pour le développement économique de la zone CEMAC. Donc pour moi, les tableurs sont ouverts. Et je pense qu'on peut compter sur cette équipe dirigeante pour atteindre le pari, le challenge. Vous pensez que quel peut être justement l'élément qui pourrait conduire l'équipe du gouverneur Yvan Sana Bangui à ce qu'il laisse la faille pour des potentiels détracteurs, ou que le travail qu'il est en train de vouloir abattre soit mis à mal? Vous pensez qu'il y a des possibilités que cela arrive? Ou bien, je voudrais en fait vous poser la question de savoir que, est-ce qu'il, sachant ce qui se passe autour de lui, sachant que certainement les ténèbres
ont horreur de la lumière. Il tient fermement debout et dispose de tous les mécanismes pour s'assurer que sa gestion ne va souffrir d'aucune entrave, d'aucune difficulté pour atteindre les objectifs, d'abord personnels, mais ceux également fixés à la fois par le président Faustin-Archange Touadéra, qui a eu à soutenir sa candidature, mais également aussi l'ensemble des chefs d'État des pays de la sous-région. Il faut savoir que les esprits tordus, ça ne manque jamais. Nous vivons au quotidien avec ce type de personnes qui détruisent toujours tout ce qu'on peut construire de bien. Mais je peux vous dire aussi que le gouverneur Yvon Sanabangui est un esprit éclairé. Il est surtout guidé par une onction divine. Et cette onction, c'est souvent écarter sur son chemin les oiseaux de mauvais augure. C'est pour cela que j'ai dit tantôt que les collaborateurs, les cadres moyens, les simples employés doivent savoir que la sous-région compte sur eux. Ils ont le devenir de la sous-région entre leurs mains à partir de l'institution que l'on appelle la BEAC. Et donc, chacun doit être correct vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis des peuples de la zone CEMAC. Avant peut-être de pouvoir évoquer certainement un mot de fond, allons voir justement le rôle de la BEAC. Lorsque nous préparions cette émission, nous voulions comprendre justement quel est le rôle que joue la BEAC. Vous nous faisiez comprendre que la BEAC joue un rôle d'encadrement pour permettre à certaines structures de la sous-région de mieux fonctionner. Le 13 mars 2024, pour être précis, la BEAC a eu justement à soutenir un développement numérique dans la sous-région de la CEMAC en procédant bien sûr à l'inauguration du centre d'incubation des innovations et des entreprises digitales de l'École supérieure internationale et de génie numérique de l'Université inter-État Congo-Cameroun. Peut-on comprendre réellement quelle a été la portée du rôle joué par l'institution financière? Avec ce projet, la BEAC a anticipé sur les évolutions du temps. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de monnaie numérique, la monnaie digitale. Elle a fait une percée fulgurante dans le monde économique. Et si la BEAC n'anticipe pas tel qu'ils l'ont fait, dans 2, 3, 4, 5 ans, la zone CEMAC sera perdue. On ne pourra pas compétir avec, on ne pourra pas challenger les autres zones économiques du monde. Donc, c'est ça son rôle. Et je vous dis, la BEAC a une batterie d'outils à sa portée pour accompagner le développement. Et ça, voilà un outil. Sur le plan numérique, ils ont anticipé à partir de ce projet pour former afin d'avoir des ressources humaines adéquates à compétir face à une zone économique ouest-africaine, une zone économique du SADC, des États-Unis. Vous savez, aujourd'hui, regardez même en France. Regardez la présidente de la Banque centrale européenne. Il y a quelques jours encore là. C'est clair, c'est parti. L'Union européenne va adopter les cryptos. C'est une monnaie numérique. Dans un premier temps, ils vont permettre des opérations jusqu'à hauteur de 3 000 euros. Mais c'est un début. Alors, si dans la zone CEMAC, on n'emboîte pas le pas en anticipant par ce type de projet, on va être largué d'ici 2 ans. Parce que le monde va s'arrimer à la monnaie numérique. Et donc là, vous voyez que, à tout seigneur, tout honneur, la BEAC est aux avant-postes. Très avant-gardiste. Nous parlons justement de la question de l'économie numérique aujourd'hui, mise en avant par la BEAC à travers ce centre, l'inauguration de ce centre incubateur, où
l'institution financière a eu à soutenir. Soulignons qu'il y avait quelques années, il y avait ce problème au niveau de la sous-région de la mise en circulation de la monnaie numérique, par exemple le cas des cryptos. Tous les pays de la sous-région, Afrique centrale, n'adhéraient pas au processus. Au Cameroun, on a connu des structures qui ont fonctionné dans ce sens-là, mais qui le plus souvent se trouvaient toujours un peu comme sous une forme de trappe parce qu'il n'y avait pas des mécanismes, des règles qui fixaient cela. Le seul pays de la sous-région d'ailleurs qui avait démontré et qui le démontre encore d'ailleurs, qui se positionnait au niveau des avant-postes, c'est le Centrafrique avec la politique de la monnaie numérique. On se souvient que le président Touadéra avait d'abord fait adopter le Sango, qui était la toute première monnaie numérique. Aujourd'hui, nous sommes à une autre phase. Est-ce que cette idée où la BEAC est allée à soutenir ce projet est une expérience acquise par le gouverneur de par ses origines centrafricaines, ou bien ça a été peut-être une sorte de cahier des charges qui lui a été attribué par le président Touadéra, ou bien, comme vous le dites si bien, il fallait se positionner avec un regard de visionnaire, jeter une sorte de panorama sur la situation économique et macroéconomique du monde avec toutes les fluctuations et se dit que voilà la monnaie du futur, voilà là où nous devons nous baser. Je voudrais, peut-être pour être plus précis, connaître en fait les motivations qui auraient pu amener la BEAC à ce niveau quand on sait qu'au départ, ça n'a pas été ça avec d'autres dirigeants. Alors, il faut comprendre que les habitudes ont la peau dure. Et on parlait tout à l'heure des réformes et de l'innovation. Vous avez un système qui n'accepte pas d'être bousculé, mais qui malheureusement court le risque de se faire rattraper par les évolutions du temps. Le temps évolue. Le système de la monnaie fiduciaire, qui est celle qu'on utilise, lorsque nous avons signé les accords de l'UMAC, je crois en 1945, 48, je ne sais plus trop, personne ne parlait du numérique. Et donc, toute la stratégie monétaire était basée sur la monnaie fiduciaire, dans le papier. 70-80 années après, le monde a évolué. Les cryptos apparaissent et la zone qui n'a pas anticipé se retrouve coincée. Elle se retrouve coincée. Mais sauf que arrive quand même un chef d'État mathématicien qui sait ce que c'est que les cryptos, parce que la crypto, c'est un dérivé mathématique, va analyser et va percevoir l'opportunité sur laquelle il va sauter. Face à ce vide juridique, il va légiférer. La RCA va prendre une loi pour encadrer les cryptos. Parce que la RCA avait vu le danger. Si ce n'est pas légiféré, nos économies vont être pillées. Alors que les outils de régulation existent. Les outils censés implémenter la régulation existent, sauf qu'elles étaient larguées. La COBAC, par exemple, ne savait plus à quel sens ouvrir, comment opérer. Et donc, ça va remettre sur la table la question de la monnaie coloniale. Voilà tous les enjeux. Une réunion va se tenir et là on va demander à la RCA d'attendre que la sous-région harmonise et trouve la formule réglementaire des crypto-monnaies ou des monnaies numériques en zone CIMAC. Mais croyez-moi, c'est une approche risquée.
crypto permet à son détenteur de trader, comme on dit en anglais, directement avec l'interlocuteur vendeur ou acheteur, tout en bypassant tout le mécanisme de la monnaie fiduciaire qui vous oblige à avoir un compte de compensation sur lequel la France va ponctionner son pourcentage parce qu'elle vous loue sa monnaie. Voilà. Je fais confiance aux experts qui y travaillent et je suis sûr d'une chose, c'est que ce qui sortira de cette réglementation devra être meilleur pour l'économie de la sous-région CEMAC. Aujourd'hui, donc, au moment où la CEMAC engage notamment des chiffres et puis des avancées, au moment où les choses commencent à se positionner, quel est le regard que l'on peut porter au niveau de la perspective de cette institution financière centrale de la sous-région? Est-ce que, au-delà notamment de ce qui est vu comme chiffre dans les tiroirs de la BEAC à travers notamment les dernières données, ces bénéfices de plus de 300 milliards de francs CFA, est-ce qu'on pourrait ressentir une sorte de bouffée d'oxygène, un engouement au niveau de la communauté CEMAC? Naturellement, il faut déjà que je vous dise que ces bénéfices, on ne va pas les redistribuer à plus de 10 000 à chaque citoyen, non. Il y a des projets présents, le cas par exemple de la BDAC. La BDAC est une structure qui est sous la tutelle de la BEAC. La BDAC, donc la BEAC qui met de l'argent et à partir de cette structure, la BEAC finance des projets gouvernementaux et privés. Voilà, donc des projets de développement, des projets à fort impact économique et social. Donc voilà comment le mécanisme utilisé par la BEAC pour faire profiter de ces fonds à l'ensemble de la communauté. Vous avez des pays comme le Tchad où la BDAC a construit, a rénové des aéroports. Un aéroport pour un pays, c'est la porte d'entrée pour le commerce international, donc ça génère de l'argent. Vous avez des pays, au Cameroun, je connais des entreprises qui bénéficient des financements de la BDAC, des industries. Donc c'est à des milliards, des coûts de milliards de francs CFA. Hein? Donc voilà son rôle. Et c'est ces bénéfices engendrés qu'on remet dans le circuit économique pour créer de l'emploi, booster la croissance. Voilà. Question de faire pour sortir. On a vu récemment, justement, le gouverneur de la BEAC faire une tournée auprès des chefs d'État africains, présenter les nouvelles pièces de monnaie. Solution au problème que la sous-région traverse. On a vu par exemple qu'il y aura des pièces de 250 francs, de 350 francs désormais, des pièces même de 200 francs et 150 francs. Est-ce qu'on peut se dire que on peut résoudre certains problèmes sous notamment l'impulsion du nouveau gouverneur? Alors, je vous ai dit que vous avez affaire à un mathématicien informatique. La question de la petite monnaie, les jetons, gangrène notre économie depuis bientôt 5 à 8 ans. Sans solution possible. En seulement 1 an, en moins d'1 an, le gouverneur Sana Bangui a trouvé la solution. C'est ce qu'il fallait faire. Merci à vous, M. Jules Ndiawe. Vous êtes conseiller panafricain, leader panafricain. Vous êtes le conseiller auprès du président, son excellent Faustin Archange Touadéra, du Centrafrique. Vous avez bien voulu partager avec nous le plateau de regard panafricain ce lundi 7 avril 2025. Avec vous, nous avons évoqué l'investiture du candidat Sispo Matomba, notamment avec son projet de la réécriture de la Constitution à travers le bien référendum, au cas bien sûr si la confiance est accordée par les Camerounais et le Centrafrique
Pacifique, le pays là où vous travaillez, nous a servi de levier pour que nous puissions justement questionner cela. Et puis nous avons parlé des avancées majeures au sein de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, à travers notamment le nouveau gouvernorat qui est assuré par M. Yvon Sanabangi, qu'il faut bien sûr le souligner, est un maillon essentiel pour la sous-région, mais surtout pour le président Faustin Archange Touadéra, qui a eu à soutenir et plaider auprès de ses pairs africains pour valider sa candidature. Je vous dis merci, monsieur le conseiller, d'avoir trouvé du temps pour venir dans les studios de For You Radio Africa, c'est la première fois que vous arrivez dans les studios. Vous êtes d'abord habitué à nos studios télé, en rappelant que le programme a été diffusé sur nos antennes, mais dans les 24 heures, il sera bien sûr reçu sur la télévision, For You Media Africa, et puis sur nos plateformes digitales. Je vous dis merci, certainement bon retour dans votre autre pays. Merci de m'avoir donné cette tribune. Merci beaucoup à For You Africa, beaucoup de courage. L'Afrique a besoin qu'on multiplie et qu'on densifie le message panafricaniste, le combat panafricaniste qui est celui de l'essor et du développement de l'Afrique. Merci à vous, cher monsieur, merci à vous également qui avez pris de la peine pour nous suivre à travers donc notre station radio et puis diffuser bien sûr sur notre application For You Media. Dans les prochains jours, bien sûr, vous allez recevoir cela sur la télévision For You Media Africa, à son canal 326 sur le bouquet Canal+, et également aussi sur nos plateformes digitales. Merci à Kelly qui assure la réalisation de cette émission. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour une autre édition de Regard Panafricain.